Je suis Christian Page. Les loups-garous, les vampires et les ghouls, non, les monstres ne sont pas que dans les films. Bienvenue dans Crimes occultes. Le 11 décembre 2002, Thomas McKendrick salue sa mère pour une dernière fois et disparaît. Les jours passent et ses proches restent sans nouvelles. On dirait que le jeune homme de 21 ans a été gommé de la surface de la Terre. Dans le petit village écossais de Fauldhouse, qui compte à peine 4000 âmes, la disparition du jeune McKendrick est bientôt sur toutes les lèvres. A-t-il volontairement pris la clé des champs? A-t-il trouvé du travail à Glasgow ou à Édimbourg, lui qui est ou était sans emploi depuis un certain temps? Mais si c'est le cas, pourquoi ne rien dire à sa famille? Ce n'est pourtant pas son genre. Thomas, un solide gaillard, est plutôt discret, introverti et définitivement pas de ceux qui s'attirent des ennuis. Inquiète, Sandra French, la mère de Thomas McKendrick, se résout à informer les autorités du comté de West Lothian de la disparition de son fils. Mais par où commencer? Des policiers ratissent les bois et les carrières des environs, mais en vain. Comme Thomas n'a pas touché à ses allocations sociales, les enquêteurs commencent à ruminer un scénario dramatique. Le dernier à avoir vu McKendrick est apparemment Alan Menzies, son meilleur ami. Menzies, 22 ans, est interrogé, mais affirme n'avoir aucune nouvelle. Le 11 décembre, Thomas lui a bien rendu visite, mais il est reparti en après-midi. Son ami ne lui a rien dit qui permettrait d'aiguiller les enquêteurs. Mais les policiers ont une autre raison de s'intéresser à Alan Menzies. Au dire de Sandra French, quelques jours après la disparition de son fils, elle est tombée nez à nez avec Menzies en sortant du supermarché. Le jeune homme l'a saluée et lui a demandé si elle connaissait un moyen de faire disparaître des taches de sang d'une moquette. Étrange question. Qui plus est, dans les jours suivant la disparition de McKendrick. Menzies n'est pas non plus inconnu des services policiers. Quelques années plus tôt, il a été condamné à un séjour en centre de détention pour mineurs pour avoir poignardé un camarade de classe. C'est un individu violent et perturbé. De facto, Alan Menzies devient le suspect numéro 1 dans cette affaire. Mais sans preuve, les enquêteurs restent impuissants. Le 4 janvier, des bénévoles trouvent dans les Landes un sac de plastique contenant les vêtements de Thomas McKendrick. Plusieurs sont tachés de sang. Les policiers sont plus pessimistes que jamais. Ils obtiennent un mandat et retournent au domicile de Menzies. En fouillant dans ses effets personnels, ils trouvent un article du magazine True Crime intitulé « Satanic Slaughter », boucherie satanique. L'article raconte en détail le meurtre d'une vieille dame, Mabel Layson, et un jeune désaxé de 17 ans, Matthew Hartman. Le crime, survenu en novembre 2001, avait plongé dans l'horreur les habitants de Llanfair, au pays de Galles. Hartman avait non seulement mutilé sa victime, mais il avait bu son sang. Il avait déclaré aux enquêteurs qu'il avait agi ainsi parce qu'il était un vampire. Visiblement, cette histoire n'a pas laissé Alan Menzies indifférent. Plus important pour la suite de l'enquête, les policiers trouvent plusieurs romans de la saga Chronique des vampires d'Anne Rice et des vidéos ayant pour thème les vampires, dont La Reine des damnés, Queen of the Damned, un film de 2002, adapté d'un roman éponyme d'Anne Rice.
En feuilletant l'un de ses romans, Le sang et l'or, Blood and Gold, un policier trouve une curieuse annotation. Sur l'une des pages de garde, quelqu'un a écrit « J'ai choisi de devenir un vampire. Le sang est beaucoup trop précieux pour être gaspillé par des humains. Le sang, c'est la vie. J'ai bu le sang et il doit être mien pour les horreurs que j'ai vues. Le maître viendra pour moi et il m'a juré de faire de moi un immortel. Et je ferai ce qu'il exigera. Un garçon vagabond. Signé Vamp. » Questionné au sujet de cette prose, Menzies reconnaît en être l'auteur. Il reviendra plus tard sur cet aveu. D'ailleurs, il ne cache pas sa fascination pour les histoires de vampires et son obsession pour le film La Reine des damnés, qu'il a vu plus de 100 fois. Mais lorsque les enquêteurs abordent à nouveau le sujet de Thomas McKendrick, Menzies maintient ne rien savoir des allées et venues de son ami. Aussitôt les policiers repartis, Alan Menzies absorbe une quantité massive de médicaments. C'est son père qui le retrouve inconscient et l'envoie d'urgence à l'hôpital. Lorsqu'il reprend connaissance, il maudit son paternel de lui avoir sauvé la vie. Il espérait que sa mort lui ouvrirait les portes du monde de l'après-vie. Le 18 janvier, alors que policiers et bénévoles continuent de ratisser les bois autour de Fold House, le constable Kenneth Gray aperçoit une forme bizarre qui émerge de la terre. S'approchant, il constate qu'il s'agit d'une main et d'un avant-bras. L'agent vient de retrouver le corps de Thomas McKendrick. Le cadavre est nu et a été placé en position fétale. Son assassin a sommairement tenté de dissimuler le corps en le recouvrant de branches et de terre. L'autopsie révèle que la mort remonte à 1 mois. Le jeune McKendrick a été poignardé à au moins 42 reprises, surtout à la tête et au haut du corps. Il a aussi été frappé à la tête, peut-être une dizaine de fois, avec un objet contondant, probablement un marteau. Son crâne a été fracassé. Alan Menzies naît le 21 avril 1981 à Decmont, en Écosse, du couple Thomas et Sandra, née French, Menzies. Il est le cadet de 2 garçons. Rien dans sa petite enfance ne le distingue des autres enfants de son âge. Il adore les jeux vidéo et les films d'horreur. À l'adolescence, les choses prennent une autre tangente. Alan est introverti et socialise peu. Conséquence, il devient le souffre-douleur de ses camarades. On le bouscule et on se moque de lui. À 14 ans, alors qu'il fréquente l'Académie Whitburn, dans le comté de West Lothian, il est battu par la petite brute de l'école. Quelques jours plus tard, il revient armé d'un couteau et poignarde son agresseur. Il rentre en courant chez lui, où il tente de mettre fin à ses jours en avalant des comprimés d'ordonnance. Il s'en remet sans séquelles. Pour cette agression, Alan est condamné à 3 ans de détention dans un centre pour jeunes délinquants. À 17 ans, il rentre à Fold House, où ses parents viennent de divorcer. Au début, il s'installe chez sa mère. Malgré son retour à la normale, il refuse de remettre les pieds à l'école. Il applique pour entrer dans l'armée, mais sa demande est rejetée. Il passe ses journées à flâner avec un autre jeune de Fold House, lui aussi marginalisé par ses pairs.
Thomas McKendrick. Le père de Tom est mort depuis peu et le jeune homme a de la difficulté à trouver ses repères. Pour Allen Menzies, McKendrick est un autre laissé-pour-compte. Mais il y a plus. Outre leur ostracisme, les jeunes, qui se connaissent depuis l'âge de 4 ans, partagent la même passion dévorante pour les films d'horreur et en particulier pour les vampires. C'est d'ailleurs McKendrick qui va initier Menzies à l'univers d'Anne Rice. Mais les vampires ne sont pas son unique passion. Du moins, pas encore. À l'époque où Allen Menzies découvre les chroniques des vampires, il commence aussi à s'intéresser au macabre sous toutes ses formes. Il est particulièrement fasciné par les tueurs en série et les nazis. Et lorsque la presse britannique se fait l'écho d'un meurtre rituel à Anglesey, au pays de Galles, l'affaire Matthew Hardman, Allen Menzies jubile. Il commence à perdre pied. Il a aussi une fascination pour le film Léon, du réalisateur français Luc Besson. Le film, sorti en 1994, raconte l'histoire de Léon, interprété par Jean Reno, un tueur à gages qui va orchestrer une sanglante vengeance. Menzies fait de Léon son alter ego. Il est Léon, ce vindicatif tueur solitaire. À ses proches, il leur demande même de l'appeler Léon. Puis, en avril 2002, sort en Angleterre le film La Reine des damnés, le deuxième film adapté des Chroniques des vampires, la populaire saga de la regrettée autrice Anne Rice. Pour Allen Menzies, ce sera une révélation. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes. Dans La Reine des damnés, le vampire Lestat, personnage principal du roman et du film Entretien avec un vampire, se recycle en chanteur rock. Sa musique réveille la reine des vampires et de surcroît une ancienne reine égyptienne, Akasha, incarnée par la défunte Alaya. Un combat sanglant aux allures d'apocalypse s'ensuit. À l'été 2002, c'est Thomas McKendrick qui amène chez Menzies sa copie vidéo du film. Allen est fasciné par le personnage d'Akasha, par sa gestuelle et son sex-appeal. Le roi Léon est mort, vive la reine Akasha. Les jours passent et Allen Menzies s'enlise de plus en plus dans l'univers d'Akasha. Il regarde le film en boucle, parfois jusqu'à 3 fois par jour. Et quand ce n'est pas le film, c'est la bande musicale qu'il écoute à satiété. Il croit que ces rythmes sonnent le glas de sa renaissance. La nuit, il a l'impression que la reine des vampires s'adresse à lui. Il sent sa présence au pied de son lit ou assise près de lui. Elle lui parle. Elle lui promet l'immortalité s'il tue pour elle. Ses âmes volées feront de lui le nouveau Lestat. Novembre 2002. Dans l'intimité de sa chambre, Allen Menzies se lance parfois dans de longues discussions avec Akasha. La reine des vampires lui rend maintenant visite à toute heure du jour. Elle se fait plus insistante dans ses dessins macabres. Son père, Thomas Menzies, chez qui Allen vit maintenant, le surprend à parler tout seul. Il tient souvent des conversations animées avec des interlocuteurs invisibles. Tout cela est inquiétant, se dit le paternel. Son sentiment est d'autant plus justifié que toutes les fois qu'il discute avec son fils, Allen ne lui parle que de morts vivants et de vampires.
il ne le reconnaît plus. Il n'y a pas que les comportements d'Alan qui inquiètent. Son régime aussi. Depuis quelque temps, il se gave de foie cru et de sang de bœuf. Le 11 décembre, en avant-midi, Thomas McKendrick se présente au domicile des Menzies. Comme à son habitude, Alan est seul à la maison, collé devant son téléviseur, à regarder La Reine des damnés. Après le film, les deux amis se retrouvent à la cuisine. Alan ne parle que de ses fantasmes d'immortalité et de son attachement pour Akasha. Un peu exaspéré, son ami lui lance un commentaire désobligeant, qualifiant son héroïne de « salope noire », « black bitch ». À cet instant précis, Alan Menzies voit apparaître devant lui, c'est du moins ce qu'il racontera plus tard, sa bien-aimée Akasha. La reine des vampires lui tourne le dos, exprimant ainsi son mécontentement. L'affront est impardonnable. Dans un excès de colère, Menzies se saisit d'un couteau Bowie, le même qu'il utilise pour couper son foie de bœuf, et se jette sur Mendrick, qu'il poignarde à la nuque. Saignant à profusion, Thomas tente d'échapper à son agresseur en fuyant dans la salle de séjour. Mais Alan, qui s'est armé d'un autre couteau de cuisine, se rue sur lui. Il le poignarde au visage et à la tête. Malgré ses blessures, McKendrick réussit à le repousser et grimpe à l'étage. Mais Menzies n'entend pas en rester là. Dans sa frénésie meurtrière, il s'empare d'un marteau et se précipite dans l'escalier. Il rejoint McKendrick, qui s'est réfugié dans la chambre d'Alan, et le frappe à la tête. L'attaque est si violente que des morceaux de crâne et de cervelle éclaboussent les murs et le plancher. Une fois son stupre meurtrier achevé, Alan va chercher un verre de whisky et revient près du corps. Il le tourne sur le côté, lui tranche la gorge et remplit, à 2 reprises, son verre de sang qu'il boit dans un état extatique. Il est maintenant Alan Menzies, le vampire. Jamais il ne s'est senti aussi près de sa muse, Akasha. C'est à ce moment-là qu'il aperçoit sur le plancher un morceau de la cervelle de McKendrick. Il la ramasse et la mange sans la moindre hésitation. Il pousse son cirque macabre à se contempler dans le miroir pour s'assurer que ses dents sont bien maculées du sang de sa victime. Les heures filent. La maison est sans dessus-dessous. Il y a du sang partout. Alan sait qu'il doit faire disparaître toute trace de son crime avant le retour de son père. Il ne lui reste que très peu de temps. Il commence par transporter le corps derrière la maison, où il le place dans une poubelle sur roue. Il s'affaire ensuite à tout ranger et à nettoyer les traces de sang. En fin d'après-midi, il se débarrasse des vêtements de McKendrick en les jetant dans un boisé derrière chez lui. Lorsque Thomas Menzies rentre du travail, son fils est enfermé dans sa chambre à écouter de la musique. L'homme de 48 ans est surpris de trouver çà et là des taches de sang. Lorsqu'il demande à Alan de quoi il en retourne, le fils assassin se contente de lui répondre qu'il s'est coupé sur une boîte de conserve. Plus tard dans la nuit, vers 2 heures du matin, le meurtrier roule sa poubelle jusqu'à un boisé derrière le centre communautaire où il jette le corps dénudé de McKendrick dans une petite dépression, une tombe improvisée qu'il recouvre de branches et de feuilles. Satisfait, il rentre à la maison.
Autour de lui, les ténèbres se referment. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes. Avec la découverte du corps de Thomas McKendrick, le 18 janvier, la police de West Lothian décide de réinterroger Alan Menzies, toujours hospitalisé. L'étau se resserre. C'est vrai que sa tentative de suicide, immédiatement après la visite des enquêteurs, est interprétée comme un aveu de culpabilité. Alan Menzies sait très bien qu'il ne pourra pas jouer encore bien longtemps à ce jeu du chat et de la souris. Tout l'accuse. Au détective qui l'interroge, Menzies explique qu'il est prêt à passer aux aveux s'il obtient une peine à purger à Carstairs, un hôpital psychiatrique à haute sécurité pour les malades présentant des comportements violents et dangereux. L'établissement est situé près du village de Carstairs, au sud-ouest d'Édimbourg. Par cette demande, il est clair qu'Alan Menzies compte plaider l'irresponsabilité psychiatrique pour le meurtre de Thomas McKendrick. Certes, ce n'est pas aux policiers que revient cette décision, mais, explique-t-il, des aveux pourraient jouer en sa faveur. Même son avocat, Maître Amar Anwar, est de cet avis. Alors, Alan Menzies se met à table. Il raconte tout, de son obsession pour les vampires aux visites fantomatiques d'Akasha. Il est calme et n'exprime aucune émotion. Il détaille les circonstances du meurtre de Thomas McKendrick comme s'il parlait de la pluie et du beau temps. Il n'était pas vraiment maître de lui-même, insiste-t-il, mais agissait sous l'emprise d'Akasha, sa reine des vampires. Il confie au détective Robert Lowe de la brigade de West Lothian. Je sais que je vais écoper de 20 à 25 ans pour cela, pour ce que je lui ai fait avec le marteau et le couteau Bowie. Mais j'ai eu son âme, j'ai bu son sang et j'ai mangé un morceau de sa cervelle. Il y avait du sang partout et j'ai enterré son corps dans les bois. En attente de son procès, Menzies est incarcéré à la prison Salton, à Édimbourg. De sa cellule, il continue de fantasmer sur la reine Akasha. Il envoie même des lettres, à l'adresse de son père, destinées à Akasha et signées Vamp. Des lettres paraphées de son propre sang. Dans l'une d'elles, il écrit « Tout va bien, et je tuerai encore pour toi. Ces humains ne sont que des animaux. Notre nourriture. » Le procès d'Alan Menzies s'ouvre le 30 septembre 2003 devant les assises d'Édimbourg. Cette histoire de vampire attire des journalistes de partout en Europe. L'accusé, par la voix de son avocat, plaide coupable aux accusations de meurtre. Toutefois, il entend bien démontrer que son geste n'était ni prémédité, ni responsable. Au moment des faits, insiste maître Donald MacLeod, son client traversait une période psychotique marquée par des hallucinations et des fantasmes délirants. Le procureur n'en croit rien. Alan Menzies, lance-t-il au juré, est un dangereux psychopathe qui a agi en toute connaissance de cause. Les efforts qu'il a faits pour dissimuler son crime prouvent au contraire qu'il était conscient de la portée de ses gestes. Les audiences donnent bientôt lieu à des avis contradictoires. Durant sa détention, Alan Menzies a été examiné par plusieurs psychologues et psychiatres. Tous ne s'accordent pas sur ses états délirants. Selon le docteur James Hendry,
un psychiatre qui a examiné Menzies à l'hôpital immédiatement après sa tentative de suicide et, plus tard, en prison. Il n'y a aucun doute qu'au moment des faits, l'accusé vivait dans un monde de fantasmes. Cela dit, il n'était pas pour autant mentalement dérangé. Le clinicien croit d'ailleurs que l'accusé a sciemment exagéré et continue d'exagérer cette influence vampirique pour justifier son geste. Il est d'avis qu'Alan Menzies est un psychopathe. Même son de cloche du côté du docteur Derek Chiswick, le psychiatre expert de la couronne, qui ne voit en Menzies qu'un psychopathe manipulateur. Pour lui, toutes ces histoires de vampires ne sont qu'une ruse pour tromper les jurés. Le docteur Alexander Cooper n'est pas d'accord. Témoignant pour la défense, le psychiatre retraité croit que l'accusé présente une personnalité violente et antisociale, une psychopathologie qui a entraîné une fragmentation de sa personnalité, d'où ces épisodes d'hallucinations visuelles et auditives. Pour sa défense, Alan Menzies raconte la même fable. Ce n'est pas lui qui a tué Thomas McKendrick, mais son alter ego, Vamp. Il était alors persuadé de la réalité de la reine Akasha et qu'il agissait en son nom. « Il n'aurait pas dû insulter ma poule », lance-t-il au juré pour toute justification. Et lorsque son avocat lui demande s'il éprouve des remords, Menzies laisse tomber laconiquement « Non ». En effet, pourquoi en aurait-il? Il a maintenant la conviction qu'il est un vampire, assure-t-il. Le jury a le sentiment qu'il en met plus que le client en demande. Il ne faudra que 90 minutes au juré pour s'entendre sur un verdict unanime. Pour eux, Alan Menzies vivait certes dans un univers peuplé de vampires, mais ses fantasmes n'ont pas altéré son jugement au point de lui faire perdre la notion du bien et du mal. Sur la décision du jury, le juge Roderick MacDonald condamne Alan Menzies à la prison à vie, assortie d'une période de sûreté de 18 ans. Le magistrat ajoute « 3 psychologues vous ont diagnostiqué comme psychopathe. Selon moi, vous êtes malsain, violent et extrêmement dangereux. Vous n'êtes pas apte à vivre en liberté. Vous avez soumis Thomas McKendrick à une agression sauvage et sans pitié. Vous n'éprouvez aucun remords. » Alan Menzies est ramené à la prison de Stoughton à Édimbourg, puis transféré au pénitencier de Shotts, dans le Lanarkshire, pour y purger sa peine. Le 15 novembre 2004, à 7h50, il est retrouvé pendu dans sa cellule. Il a rejoint ainsi ce monde des ténèbres qui était devenu le sien. Dans l'univers des crimes occultes, 2 thématiques sont souvent associées à ces dérives criminelles: la musique heavy metal et le cinéma, comme dans le cas du crime d'Alan Menzies. Même si les psychologues et les sociologues parlent de cas d'exception, ces exceptions suscitent toujours une fascination, et pour cause. L'affaire Alan Menzies n'était pas la première, ni la dernière. Le 31 mai 2014, en matinée, Morgan Geyser et Anissa Weir, 2 adolescentes âgées de 12 ans, entraînent une camarade de classe, Peyton Lautner, 11 ans, dans un boisé situé au bout d'un parc de Waukesha, au Wisconsin, aux États-Unis. Sur place, Geyser et Weir se jettent sur elle et la poignardent à 19 reprises avec des couteaux de cuisine. Laissée pour morte,
la victime réussit à ramper jusqu'à un sentier où elle est découverte par un cycliste. La fillette est conduite à l'hôpital. La lame est passée à moins d'1 centimètre d'une artère coronarienne, ce qui lui aurait été fatal. Questionné par les policiers, Lautner donne le nom de ses agresseurs. En après-midi, Gaisser et Weir sont arrêtés. On retrouve dans leur sac à dos les couteaux utilisés lors de l'agression. Interrogées, les adolescentes ne manifestent aucun remords et les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Lorsqu'ils leur demandent les raisons de cette sauvage agression, elles répondent qu'elles ont agi pour satisfaire aux exigences du Slender Man, une espèce de croque-mitaine qui vivrait dans un manoir reculé. Il les aurait menacées de s'en prendre à leur famille si elles ne sacrifiaient pas la jeune Lautner. Quelques jours plus tard, à Cincinnati, en Ohio, toujours aux États-Unis, une adolescente de 13 ans agresse sa mère avec un couteau de boucherie. L'adolescente avait enfilé pour l'occasion un accoutrement rappelant le Slender Man, un chandail noir à capuchon et un masque blanc sans traits. La femme s'en tire heureusement avec des blessures mineures. L'adolescente, connue pour ses troubles mentaux, avait développé une fascination morbide pour le Slender Man. Cet inquiétant personnage est décrit comme un homme anormalement grand, avec de longues jambes et des bras démesurés qu'il peut étirer pour s'emparer de ses victimes. Il porte un complet noir avec une chemise blanche et, détail plus effrayant, son visage est blanc et sans traits. Certains témoignages évoquent des tentacules lui sortant du dos. Cette créature cauchemardesque est généralement observée près des parcs et des terrains de jeu. On la suspecte d'enlever des enfants ou de les inciter à commettre des gestes violents. Le problème, c'est que le Slender Man n'est qu'un personnage de fiction, comme la reine Akasha, l'héroïne du film La Reine des damnés et du roman éponyme d'Anne Rice. En juin 2009, le site internet www.somethingawful.com propose un concours à ses abonnés, créer une image terrifiante pour voir l'influence qu'elle pourrait avoir sur la culture populaire. L'un des abonnés, un certain Victor Surge, publie 2 photographies retouchées montrant un groupe d'enfants dans un parc. À l'arrière-plan, on distingue un personnage anormalement grand avec des tentacules lui sortant du dos. Dans le coin supérieur droit, il y a un tampon suggérant que les clichés proviennent des archives de la bibliothèque de la ville de Stirling, en Californie. La légende affirme qu'ils ont été pris le 13 juin 1986, le jour où 14 enfants ont disparu. La photographe présumée, Mary Thomas, a aussi disparu le même jour, et la bibliothèque a été ravagée par les flammes 48 heures plus tard. L'auteur attire l'attention sur la présence du mystérieux personnage, qu'il désigne sous le nom de Slender Man, ajoutant que les autorités ont jugé à l'époque cette silhouette étrange comme un défaut de la pellicule. Les images de ce Slender Man font sensation. L'histoire est reprise sur un site jumeau, Creepypasta Wiki, où les internautes sont invités à surenchérir sur l'histoire originale. Bientôt, le récit prend vie, échappant au contrôle de son créateur, comme le monstre du baron Frankenstein. Ce cauchemar, né de l'Internet, un mème, pour reprendre l'expression des habitués, devient viral. Si au départ, le Slender Man de Victor Surge, de son vrai nom Erik Knudsen, est plutôt dépersonnalisé, les internautes
lui prête vite des intentions malveillantes. Le personnage est repris sur une foule de sites Internet, Tumblr, 4chan, DeviantArt, Reddit, sur des plateformes numériques comme YouTube et même dans des jeux vidéo. Il aura même droit à 3 films, dont, en 2018, Slender Man, mettant en vedette Joey King et Julia Goldeny Tales. Le Slender Man devient le nouveau croque-mitaine à la mode. Et comme c'est souvent le cas, la fiction alimente la réalité. Des gens, principalement des adolescents, racontent qu'ils ont réellement vu le Slender Man. En 2014, l'agression de Peyton Lautner par Morgan Geyser et Anissa Weir révèle l'existence du Slender Man à un public moins familier avec la culture de l'Internet. Anissa Weir a été libérée en 2021 après un long séjour en institut psychiatrique. En janvier 2025, un juge a aussi donné son accord pour la libération de Morgan Geyser, elle aussi internée depuis des années en centre psychiatrique. Parions que dans l'ombre, des monstres imaginaires n'attendent que des émules pour, hélas, passer de la fiction à la réalité. Bienvenue dans Crimes occultes.